Tout d'abord, bonjour et bienvenue aux personnes qui se connectent aujourd'hui pour ce webinaire. C'est un peu une première pour Perfonie, pas exactement une première, puisque nous avions initié déjà des webinaires au moment du confinement, pour essayer justement de reprendre du contact et de passer ce moment, on dira, par le haut. Et donc, c'est très chouette de pouvoir capitaliser finalement sur cette première expérience et continuer aujourd'hui en essayant de lancer ce cycle de webinaire. Donc aujourd'hui, nous avons voulu parler du cabinet de conseil interne et la valeur ajoutée du cabinet de conseil interne, comment en tirer le meilleur. En fait, ce webinaire est le fruit de la rencontre entre le cabinet Spirit Advisor, représenté par Nicolas Pinglot, qui nous rejoindra très bientôt, et Perfonie, puisque travaillant ensemble, on s'est aperçu que Perfonie était un outil qui était parfaitement adapté au travail avec des cabinets de conseil interne, et on s'est dit que c'est un sujet finalement qui est assez rarement abordé, peut-être trop rarement abordé, et qui méritait d'être mis un peu plus en avant. Alors, on a pris, donc, comme je disais, un tout petit peu de retard. Donc, je vais commencer par présenter alors, les deux intervenants qui sont déjà là. Donc, nous avons Lionel Pasco, qui travaille pour Perfonie, qui dirige même Perfonie, qu'il a créé il y a maintenant 8 ans. Bonjour Lionel. Bonjour tout le monde. Et nous avons également avec nous Lucas Zucchi, qui travaille pour NJ Consulting. Alors Lucas, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, ravi d'être là parmi vous. Moi, je m'appelle Luca Zucchi, je suis consultant manager au sein d'Engie Consulting. Comme vous l'entendez de mon accent, je suis italien, je suis diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris et j'ai 13 ans d'expérience professionnelle dans les conseils, avant un conseil externe que j'ai acquis au sein de différents cabinets, AT Kearney, CGI, Accenture. Et ça fait depuis juin 2016 que j'ai rejoint effectivement NJ Consulting en tant que consultant interne et je suis spécialisé en excellence opérationnelle et lean management. Très bien. Merci Lucas. Alors, je vais peut-être, du coup, en attendant Nicolas, me présenter également pour ceux qui me connaissent pas. Donc, Lucas, je suis ravi de partager cette table ronde avec toi. Donc, Lionel Pasco, moi, je suis diplômé de Rennes School of Business, titulaire d'un MBA en management international à l'université d'Exeter. J'ai commencé ma carrière dans l'audit interne. C'est pas vraiment le conseil interne, mais c'est l'audit interne. Et j'ai fait après 15 ans de conseil externe en organisation. Dans le dernier cabinet dans lequel j'ai travaillé s'appelle Performance et Management. Et depuis 2011, j'ai le plaisir de diriger Perfonie, qui est un éditeur de solutions collaboratives tourné vers l'excellence opérationnelle, dans notamment tout ce qui est plan d'action et réunion. Et donc, dans nos modes de déploiement aujourd'hui, on travaille à la fois avec des consultants externes et également des consultants internes. Donc, ce débat aujourd'hui de comment tirer le meilleur de chaque partie est d'autant plus important qu'il me semble que les organisations actuellement sont en train de se réinventer, peut-être plus fortement encore qu'avant, là, avec tout ce qui se passe. Et donc, c'est le bon moment pour voir comment on peut tirer le meilleur de chaque partie pour aller de façon efficace le plus loin possible. Voilà, donc ravi d'être là. Sujet d'actualité. Voilà, je viens de renvoyer l'invitation à Nicolas, j'espère qu'il va nous rejoindre. Donc le déroulement, on va commencer par, on va se donner une trentaine de minutes à peu près pour parler des différentes questions que nous avons préparées. Et à l'issue de ces questions, je vous invite à poser vos propres questions dans le panel de droite. Si normalement vous avez une petite zone où des questions devraient apparaître. Et devrait vous permettre une zone de questions devrait apparaître et devrait vous permettre de nous les faire remonter. En tout état de cause, si jamais ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez ou assez simplement, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez sur mon adresse email a.dorin@perfonie.com et elles devront apparaître sans difficulté. Voilà, moi je les vois, la zone est ouverte. Pour ceux qui le souhaitent, il y a également la possibilité d'afficher les sous-titres si jamais vous n'avez pas le son de manière optimale. Donc, puisque la sagesse populaire nous dit souvent comparaison n'est pas raison, on va quand même essayer de comparer, pour commencer, les définitions et les approches des deux types de cabinets de conseil qu'on connaît, à savoir
les cabinets de conseil internes et les cabinets de conseil externes. Pour commencer, je vais passer la parole à Lionel, peut-être, pour nous présenter le cabinet de conseil interne et son externe, pardon, et son approche, sa particularité. Oui, alors c'est Nicolas qui est en train de nous rejoindre, aurait été le mieux à même de parler de ça. Donc, j'espère pas trahir sa parole en disant que le cabinet de conseil externe, il est mandaté par un décisionnaire d'une business unit ou d'un client opérationnel, et il arrive à un moment pour accélérer, grosso modo, le changement dans le type de conseil que nous faisons. Sur un thème qui est plus ou moins large. En ce qui concerne Spirit, c'est du conseil en organisation et en management qui est pratiqué in situ avec les équipes. Donc la particularité de l'approche, c'est qu'elle elle n'est pas forcément mandatée par un groupe, elle peut être complètement individuelle, elle peut être dans une structure qui ne dispose pas de conseil interne, donc parce qu'il faut une taille spécifique. Enfin, je pense que Luca, tu pourras en parler. Quand on parle d'Engie, il y a effectivement une taille critique probablement pour avoir un conseil interne. Et l'objectif, c'est de faire en moins de temps qu'on ne l'aurait fait seul, sans conseil, les changements nécessaires ou les changements qu'on attend. Donc, c'est une mission qui a la particularité d'être à la fois timée dans le temps, avec une date de début, une date de fin, généralement délivrable, et des résultats attendus. Et je vais laisser la parole pour expliquer, pour présenter Nicolas, qui vient de nous rejoindre. Nicolas, salut. J'étais en train, Nicolas, de présenter un petit peu l'approche, le type de conseil externe. Qu'est-ce que c'est que le conseil externe ? Bonjour Nicolas. Il faudrait que tu actives ton micro, Nicolas. Ta parole, et du coup, on s'est présenté avec Luca, donc si tu veux bien te présenter et puis nous expliquer en même temps, directement dans la foulée, la spécificité de l'approche du consultant du conseil externe. Active ton micro, Nicolas. Ton micro. Le micro. Et voilà. Bonjour à tous. Oui, donc je suis Nicolas Pinclot, je suis partenaire de Spirit Advisor. Donc Spirit, c'est une société de conseil opérationnel que j'ai créée avec deux autres anciens collègues il y a maintenant 5 ans. C'est du conseil extrêmement opérationnel. Notre spécialité, c'est vraiment la transformation, la mise en œuvre, l'obtention de résultats pérennes en accéléré, pour résumer. Voilà. Donc, à ce titre, on travaille avec beaucoup de grands groupes, que ce soit dans l'industrie, banque, assurance ou services, mais aussi des PME. Donc, tu poses la question des spécificités du consultant externe. Je pense que sa première spécificité, c'est que quand il commence un projet, il n'est pas là pour durer. Même si certains consultants auraient tendance à l'oublier. On n'est pas là pour durer. Le but, c'est qu'on délivre le résultat le plus rapidement possible et qu'ensuite, on s'en aille. Alors qu'un consultant interne, lui, il est là pour s'inscrire dans la durée. Donc, ça va induire forcément des approches qui sont différentes. Et notamment, on va devoir avoir un œil en tant qu'externe sur la pérennité de ce qu'on fait et sur l'appropriation dès le premier jour de tout ce qu'on peut faire pas à pas. C'est la clé du succès. Un de nos clients nous disait un jour, votre caractéristique, c'est que vous faites faire des choses extraordinaires à des gens ordinaires. Voilà, en fait, c'est notre métier et c'est ce que le cabinet externe, à mon avis, doit apporter à ses clients. Et donc, après, on peut discuter beaucoup du type d'approche que ça nécessite, mais voilà. Rapidement, comment je le positionnerai par rapport au conseil interne. D'accord. Et alors, donc, notre expert, finalement, l'autre représentant des consultants internes, on va passer maintenant la parole à Luca, qui va nous présenter un peu justement la spécificité de l'approche du cabinet de conseil interne. Oui. Effectivement, les cabinets de conseil internes, en termes de mode de fonctionnement et d'organisation, il est très proche, quand même, je parle pour ce qui est Engie Consulting. Nous sommes aujourd'hui environ 75 personnes
en interne avec des profils qui peuvent venir quand même des jeunes diplômés, des anciens consultants comme moi, que j'ai rejoint après 8 ans d'expérience professionnelle et des conseils externes, ou des personnes plus ou moins jeunes qui ont eu des postes à responsabilité au sein de l'entreprise, donc au sein d'Engie. Donc avec des panels de profils différents, des vrais consultants, des jeunes et des experts, on peut dire business. En termes d'organisation interne, c'est la même chose comme du conseil externe, avec des organisations un peu par grade, par expérience, par expertise, et avec des personnes qui peuvent être spécialisées sur des domaines spécifiques, métiers ou transverses comme moi, au sein de l'excellence opérationnelle. En termes de mode de fonctionnement, nous, la différence, c'est qu'on travaille uniquement pour l'interne. Donc, nous, on travaille uniquement pour Engie, donc pour ces entités. Aujourd'hui, 50% de nos missions, c'est pour des BU opérationnels et les autres 50%, c'est plutôt pour les corporates, donc pour les sièges et pour notre centre de services partagé, donc Global Business Support, dans laquelle on est rattaché. Donc, on est organisé pareil avec des offres autour de 3 piliers aujourd'hui. La croissance, comment gérer la croissance, comment gérer la stratégie, définir la stratégie et la mettre en œuvre, et comment améliorer la performance. Donc ça, c'est notre cœur de métier. On est plus positionné sur du conseil en management, pas trop du conseil en stratégie. Et pareil, on répond à des appels d'offres internes avec en proposition d'approche méthodologique, des livrables, en timing, des profils. Et bien entendu, aussi, nous, on a des prix. Donc, nous, on facture nos clients en interne selon des TGM, donc des taux journaliers moyens, qui sont très proches des celles des conseils externes. Et la particularité, c'est qu'en travaillant uniquement pour les groupes, nous, on reçoit beaucoup de sollicitations en interne via nos seniors, donc nos directeurs, qui ont un réseau très large au sein du groupe, donc qui sont sollicités informellement par des directeurs des BU, même par des membres du COMEX, sur des problèmes spécifiques. Donc, on a beaucoup d'émissions qui nous arrivent un peu, qui nous arrivent par demande. Et on fait aussi quand même du commercial, donc on fait du push en identifiant quand même, en proposant des offres. On a voilà, sur les 3 piliers, on a des offres avec des porteurs d'offres, et de plus en plus on est mis en concurrence aussi avec des cabinets externes. Donc ça aussi c'est ça. Il n'y a pas l'obligation pour nos clients de travailler avec Engie Consulting, donc c'est leur choix. Et de plus en plus, on nous arrive sur des gros programmes assez structurants de travailler justement en partenariat avec des cabinets externes, plus ou moins gros, quand même, des gros cabinets de la place, des gros cabinets stratégie, des gros cabinets en management, mais également des cabinets des tailles moyennes comme Spirit, avec qui plus particulièrement, j'ai mis en place un partenariat pour pouvoir justement travailler ensemble sur des sujets d'excellence opérationnelle au quotidien, sur des missions vraiment très ponctuelles. Donc, on a un peu ces panels différents. Merci Lucas. La question qui vient justement, ce serait de se dire quels sont les bénéfices et les limites de ces 2 types d'approches, qu'on pourrait aussi traduire. Comment est-ce qu'on définit à quel moment on va faire appel à l'un ou à quel moment on va faire appel à l'autre. Je pense je vais proposer à Nicolas de commencer à nous apporter des éléments de réponse. Eh bien, l'expérience intéressante que j'ai, c'est d'abord que je travaille quasiment systématiquement avec des consultants internes. Alors, que ce soit au sein de groupes qui ont leur structure de consultants internes, comme c'est le cas avec Engie, auquel cas on va généralement faire des équipes mixtes, donc on reviendra sur les avantages de mixer les équipes, ou alors dans des entreprises qui n'ont pas de structure de consultants internes, mais qui vont dédier des personnes dans le projet, donc ils vont être à plein temps, donc on va là aussi les appeler des consultants internes, et qui vont être à plein temps. Et dans les 2 cas de figure, alors il y a beaucoup d'avantages pour nous. On intègre des personnes de l'entreprise, donc on va avoir un accès plus facile et une compréhension plus rapide des ressorts de l'entreprise et un accès plus rapide aussi à l'information et aux bonnes personnes. Ça nous permet aussi de démultiplier beaucoup plus, donc ça coûtera moins cher pour le client par rapport à une prestation 100% externe. Et puis surtout,
ça va permettre une meilleure pérennité, un meilleur transfert de tout ce qui a été fait, mais également de notre savoir-faire. En tant qu'externe, là où on apporte un savoir-faire aux consultants internes, qu'il soit structurel ou qu'il soit ponctuel, d'une part, c'est le benchmark qu'on a, puisque à chaque mission, on change de client. Donc, on a vu 50 univers différents dans notre vie, et donc on est à même aussi d'apporter des points de vue qui vont être différents, originaux, ou stimuler la créativité, ou tout bêtement comparatifs, qui aident à se positionner. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué dans ma carrière, c'est que les consultants internes sont souvent d'excellents techniciens, alors que ce soit sur la technique de leur métier ou sur des techniques de type Lean. Je dois avouer que ces dernières années, j'ai croisé des consultants internes qui ont des niveaux sur le Lean Management, par exemple, qui sont extrêmement élevés. Ce qui va leur manquer généralement par rapport à des gens comme nous, c'est toute la partie gestion du changement et gestion de la transformation. En effet, en ayant été dans beaucoup d'entreprises différentes, on a une perspective sur les problématiques de gestion du changement, qui sont des problématiques humaines, que généralement, on a beaucoup moins quand on est consultant interne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va leur apporter énormément. Voilà. Alors, Lucas, je ne sais pas si tu partages ce type d'expérience. Oui, effectivement, je pense que une des avantages du cabinet interne, c'est le fait justement de bien connaître les groupes, d'avoir un réseau en interne. Donc, afin de pouvoir justement aller beaucoup plus vite, la mise en relation aussi, c'est que nous, la grosse valeur ajoutée sur des missions mixtes avec des cabinets externes, c'était d'avoir les réseaux, les connaissances et de faire monter en compétences aussi les externes ou quand même nous-mêmes. Une des retours de nos clients, c'est que on est capable de monter en compétences très rapidement, et aussi en travaillant uniquement pour les groupes, on peut amener ces benchmarking ou cette vision des différents BU, du mode de fonctionnement, mais uniquement interne. Effectivement, une de nos faiblesses, c'est effectivement le fait de ne pas avoir ces benchmarking externes, ces visions externes qui peuvent avoir des cabinets par définition, des cabinets externes. Je trouve qu'un autre avantage du cabinet interne, c'est l'effet effectivement d'être globalement bien accueilli par les clients, parce qu'on est, oui, bien entendu, prestataire de services, parce que nous, on se pose comme des prestataires de services, mais on est aussi également collègues. Nous, on travaille dans l'intérêt du groupe, sur les sujets stratégiques du groupe. Donc aussi, ce qui m'a changé à titre personnel, je parle pour moi, je ne vais pas généraliser, quand j'étais chez Accenture, effectivement, on était là, on apportait une expertise de valeur ajoutée, on délivrait des projets de qualité, mais aussi l'intérêt, c'était d'essayer de vendre la mission suivante et de générer du chiffre d'affaires et de rendre des clients aussi le plus, entre guillemets, dépendant de la prestation du consulting. Nous, on n'a pas cette logique. Pour nous, c'est vraiment l'idée de travailler sur les sujets qui sont au cœur de la stratégie et de la transformation du groupe. Nous, on n'a pas cet intérêt, on a presque un problème envers, on a trop de missions par rapport aux consultants qu'on peut staffer. Donc, c'est vraiment cet intérêt de faire évoluer et de faire transformer notre groupe. Donc, c'est sens d'appartenance. Et aussi le fait, ça m'était arrivé sur certains sujets, le groupe, il n'a pas envie de sous-traiter certains sujets qui sont très confidentiels, très stratégiques, et donc il n'a pas envie de faire savoir à l'extérieur qu'on travaille sur certains sujets. Donc avoir ces compétences en interne, c'est aussi une vraie valeur ajoutée pour le groupe de pouvoir garder certains sujets en interne. Les limites, je ne sais pas si on les a, je ne veux pas anticiper quand moi, je voulais poser la question aussi à Lionel, justement, en préparant ce webinaire. On évoquait aussi, notamment pour les cabinets de conseil interne, le fait d'être extérieur à la hiérarchie, apporter aussi une liberté de parole.
Oui, alors c'est très intéressant les points de vue de Nicolas et de Lucas. J'ai une expérience moi je viens de l'audit interne, donc c'est pas vraiment le conseil interne. Donc quand Lucas parle de bon accueil qu'il peut y avoir dans les entreprises clientes entre guillemets d'Engie, dans lesquelles Engie Consulting travaille, c'est vrai qu'il y a une relation de collègue, mais quand on est auditeur interne, c'est un peu différent. Il y a plutôt une relation de méfiance. Donc moi je trouvais que l'accueil en interne, il était plutôt pas sympa. Et quand j'ai commencé le conseil en organisation, conseil externe, j'ai été, bien accueilli. En fait, l'accueil sur le terrain, il était tellement chaleureux parce que finalement, on n'était pas dépendant d'une hiérarchie qui était supérieure à qui on allait rapporter des comptes. Et le client, c'était le client opérationnel là, et c'était avec lui qu'on travaillait. Donc, il y avait une relation de confiance complète, en fait, et complète, hiérarchique, structure. Donc, en fait, on avait même des gens qui se confiaient à nous, même dans des situations super difficiles où on était exempt pour trouver des solutions d'amélioration en termes d'excellence opérationnelle, ou lorsqu'on en était dans des environnements compliqués. J'ai commencé dans l'industrie automobile, et finalement, en travaillant, et c'est ce que disait Nicolas, en travaillant avec les gens et en arrivant à faire à des gens ordinaires des choses extraordinaires, on arrive vraiment à changer des choses qu'on pensait absolument infaisables, quoi. Donc c'est cette relation de confiance que j'ai trouvée, moi, en venant de l'externe, qui était beaucoup plus forte, et de transparence, en fait, qui était plus forte que quand j'étais auditeur interne. Mais là encore, j'étais auditeur, pas consultant, c'est différent. Et puis, en travaillant après à déployer Perfonie, en mettant Perfonie en place dans des organisations, donc on a eu à le faire à la fois avec des consultants externes et à la fois avec des consultants internes. Et c'est vrai que ce que disait Lucas, qui est de dire que de travailler avec des consultants internes, ça permet en fait d'avoir un accès au réseau beaucoup plus grand, alors que le consultant externe, quand il nous emmène dans une entreprise en particulier, on a limité à ce périmètre-là, qui est le périmètre de son intervention. Et pour le coup, le consultant interne, lui, quand on commence par un petit périmètre et qu'on voit que ça marche, la bonne parole se répand beaucoup plus facilement après à l'ensemble du groupe. Donc les deux expériences sont très intéressantes. Plus rapide sans doute en termes d'efficacité avec le consultant externe, et je trouvais, et par contre plus dans la durée et plus vaste après derrière en termes d'étendue avec le consultant interne. Ouais. Merci, merci Lionel. Alors justement, l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est quels sont les conseils ou les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en œuvre pour faire cohabiter ces deux mondes, pour faire travailler ensemble les cabinets de conseil internes et les cabinets de conseil externes, puisqu'ils sont manifestement souvent amenés à travailler la main dans la main avec, on l'a vu, un certain nombre une approche et puis des objectifs qui ne sont pas exactement les mêmes. Nicolas, tu veux commencer à répondre? Oui, avec plaisir. Je pense que le point essentiel, c'est que quand on est au sein d'une même équipe, c'est-à-dire qu'on va partager les mêmes objectifs et travailler ensemble en se répartissant le boulot sous un même management, généralement, ça se passe très bien. Je n'ai jamais vu de cas où ça se passait mal. Les cas où finalement, il peut y avoir des frictions entre les consultants internes et les consultants externes, de mon vécu, c'est les cas où finalement on les a mis plus ou moins sur le même sujet en parallèle. Et donc on va être dans des gouvernances un peu compliquées où finalement il va y avoir, je dirais pas une compétition, mais en tout cas il peut y avoir des frictions et des incompréhensions. Et donc vouloir séparer les deux, je pense que c'est là où ça ne marche plus. Alors que les deux mis ensemble, j'ai été toujours stupéfait la vitesse avec laquelle on peut se poser toutes les questions sur au fait comment est-ce qu'on va travailler, est-ce que ça va bien se passer. Et puis, une fois qu'on est dans la même salle, qu'on est voilà, sur le même projet, en 2 heures, ça y est, c'est fait, on est parti, on travaille en bonne intelligence, on s'enrichit mutuellement. Je n'en ai principalement que des expériences extrêmement positives. Là où j'ai trouvé finalement le plus difficile de travailler avec des consultants internes, alors ça dépend des entreprises, mais c'est quand on a des consultants internes qui sont sur un très très haut niveau d'expertise sur le Lean par exemple. J'ai connu des entreprises dans lesquelles le but d'un consultant interne était d'être le meilleur sachant en Lean. Et du coup, on a l'impression de faire le même boulot, mais en fait, on ne fait pas du tout le même boulot.
Et c'est là où finalement on a le plus de difficultés, puisque pour moi, quel que soit le type de profil, une caractéristique du consultant, qu'il soit interne ou externe, ça doit être l'humilité face à ses clients, la créativité, la recherche de valeur ajoutée, et le fait qu'on soit un ténor dans tel ou tel domaine ne doit jamais rentrer en compte. En tout cas, je n'ai jamais vu que ça faisait la différence. À part ça, moi je trouve que c'est une source d'enrichissement, au contraire, d'avoir l'opportunité de travailler avec des gens de planètes très différentes, et notamment avec des consultants internes. Merci Nicolas. Luca, un avis complémentaire sur cette question de la collaboration, cabinet de conseil, enfin consultant externe, consultant interne? Oui, effectivement. Moi, je pense que pour que ça fonctionne bien, effectivement, la collaboration, et je suis tout à fait convaincu que ça peut bien fonctionner, c'est aussi le cas, effectivement, de notre relation avec Nicolas. Pour moi, il y a aussi deux niveaux. Hein, effectivement, c'est l'intervention dans le cadre des gros programmes, quand même, sur lesquels souvent on a des gros cabinets de conseil, en stratégie ou en management. Dans ces cas, je pense que c'est fondamental de bien définir les rôles et responsabilités de chaque cabinet afin d'éviter de se marcher sur les pieds les unes sur les autres et de bien définir où ça porte le pilotage du programme. Pour l'expérience que j'ai eue, je pense que c'est presque mieux qu'un pilotage, ça reste en interne. Parce que, voilà, pour éviter tous ces conflits d'intérêts, comme je l'ai dit, hein, c'est pas du tout le cas des Spirit Advisors, mais d'autres cabinets, voilà, cette logique plus de rentabilité et de vendre, quand même, de vendre les périmètres en plus, de la suite et tout ça. Donc, garder en interne, bien définir, pour moi, les facteurs clés du succès, c'est vraiment bien définir les rôles de responsabilité entre les deux cabinets, définir aussi qui porte le pilotage, la responsabilité aussi autour des KPI et surtout instaurer en relation de partenariat, vraiment une seule équipe, de one team, afin de pouvoir effectivement tous travailler dans le même sens. La relation qu'on peut avoir effectivement comme celle qu'on a pu mettre en place avec Spirit, c'est vraiment du partenariat pour pouvoir justement répondre à des sollicitations sur lesquelles nous, en tant qu'interne, par définition, on a des ressources limitées. Donc je dis on a que 75 et des personnes qui sont spécialisées avec des compétences en excellence opérationnelle, c'est plutôt limité, même si j'ai formé les dernières années pas mal de consultants en interne à ces méthodologies. C'est vraiment de pouvoir avoir un appui ponctuel, avec des compétences bien spécifiques, avec des ressources à disposition pour pouvoir effectivement mener des projets qui sinon on ne pourrait pas mener. Et personnellement, dans le cadre de la sélection des partenariats que j'ai mis en place sur l'excellence opérationnelle, pour moi c'était en question aussi des cultures. J'ai choisi deux cabinets, des conseils externes spécialisés en excellence opérationnelle, mais sur lesquels on avait la même vision de l'excellence opérationnelle, la même culture et les mêmes approches. Et moi, je suis tout à fait en phase sur la vision que Nicolas a du conseil, et que je ne vous cache pas, ce n'est pas la même vision de tous les cabinets de conseil externes. Donc, il faut aussi se retrouver en termes d'approche et de culture et de méthodologie. Voilà. Merci Luca. Lionel, un mot pour compléter sur ce point de la collaboration cabinet de conseil interne, cabinet de conseil externe? Je rejoins ce que Luca et Nicolas ont dit, et surtout ce que Nicolas a dit en amont, qui est de dire à partir du moment où il n'y a pas de loup dans la gouvernance et que les objectifs sont clairs, en fait, et qu'on rame tous dans le même sens, et c'est facile de travailler avec tout le monde, voilà. Et d'ailleurs, c'est pas valable que pour faire travailler ensemble des consultants internes et des consultants externes, mais si le conseil interne et le conseil externe sont complètement alignés à la fois dans ce que chacun doit faire, et puis que la gouvernance est claire, surtout qu'il n'y a pas d'agenda caché, parce que ça c'est vite découvert. En fait, c'est extrêmement puissant parce que le consultant externe permet d'arraser les pics, grosso modo, de charge par moment, parce qu'on déploie un programme à grande échelle et il va nous manquer des ressources en interne, donc on va pouvoir utiliser le consultant externe pour ça. Et puis, à la fois en termes d'expertise, parce que quand bien même il y a des consultants internes qui ont une expertise très, très pointue, comme l'a dit Nicolas, encore faut-il qu'elle ne soit pas trop pointue pour ne pas être déconnectée du terrain, parce qu'en fait, la clé, elle est là aussi, c'est l'interne, externe, c'est quelle relation on a avec le terrain pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Si on est aligné, encore une fois, en termes de compétences et en termes de gouvernance,
Il y a eu des expériences qui sont très sympas, ouais, très bien. Très bien. Merci, merci Lionel. On va aborder encore, le temps passe à vitesse grand V, je voudrais encore poser une question et ensuite on passera à la partie des questions parce qu'elle commence à sortir dans la boîte à questions sur le côté. Donc celle que je voudrais aborder en premier lieu, ce sont justement les moyens et les outils à mettre en œuvre pour assurer la réussite de cette collaboration. Et donc je pense que je vais commencer cette fois-ci par donner la parole à Lionel, puisque la partie outillage, finalement, la boîte à outils, c'est peut-être plus son domaine. Bien évidemment, on demandera à nos autres intervenants de venir nous expliquer comment eux fonctionnent. Oui, alors il y a plein d'outils, on le voit bien, on parle depuis quelques années, la digitalisation des processus, la digitalisation des organisations et le monde du conseil n'est pas à l'abri de cela, il ne peut pas passer à côté non plus. Alors souvent, on voit beaucoup de consultants qui refusent tout outillage dans la mesure où le fait de le faire à la main et le fait de refaire, ça permet également d'occuper le temps et donc de facturer. C'est pas le cas des gens qui sont autour de cette table, mais il y en a. Et c'est déjà travaillé. C'est souvent le syndrome de si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est que c'est pas bien, voilà. Et donc le consultant, quand bien même il se dit ouvert et se nourrir de plein d'expériences, tant que c'est pas lui qui a inventé l'expérience, il la considère comme pas bonne. Donc passer cela, parce que ceux-là, ils sont pas autour de cette table aujourd'hui, et c'est pas des gens avec qui nous parlons beaucoup, mais passer cela, en fait, on voit bien qu'on est dans un processus de digitalisation. Donc après, il y a plein d'outils qui existent pour le consultant, mais il y a notamment un outil, nous, Perphonic, qui fait qu'on travaille avec des consultants aujourd'hui, dont Spirit. Nous, on est spécialisé dans comment rendre efficace le plan d'action et la réunion. Donc, le plan d'action, quand on est consultant, évidemment, c'est quelque chose qui nous parle. On est en train d'écrire un plan d'action, de le créer, que ce soit, comme disait Luca, parce qu'on a un objectif d'aller rechercher de la croissance dans une BI, ou une stratégie à mettre en œuvre, ou un plan d'amélioration pour optimiser la performance opérationnelle. Donc, ça veut dire plan d'action, forcément plan d'action. Donc l'idée de Perphony, c'est comment est-ce que ce plan d'action-là, on évite toutes les tâches à faible valeur ajoutée dans sa création, son suivi surtout après derrière, pour éviter de passer des heures à mettre à jour des plans d'action et pour pouvoir présenter ça après derrière en comité de pilotage ou au comité de suivi. Donc l'objectif de Perphony, c'était de dire, ce plan d'action qui de toute façon est nécessaire, on ne peut pas travailler sans plan d'action, et l'email n'est pas un plan d'action. Hein. Ça, je pourrais débattre là-dessus pendant des heures si vous en avez besoin, mais j'en suis convaincu. C'est comment est-ce qu'on a un outil qui permet de collaborer avec les fonctions essentielles autour d'un plan d'action qui permettent automatiquement de faire du reporting et de se concentrer le temps qu'on a, le peu de temps qu'on a, ou qui nous reste justement sur l'action en tant que telle, la réalisation de l'action, et non pas son écriture et son suivi. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des cabinets, et surtout depuis l'année dernière, je pense que la crise d'activité qui a eu lieu l'année dernière a fait que certains se sont reposés des questions, et on a beaucoup de cabinets qui se posent la question de dire comment est-ce que je présente sur le marché des consultants augmentés. Voilà, parce qu'il y en a qui utilisent ce terme, c'est-à-dire qui vont changer de façon de faire et de procéder par rapport à 2019 ou 2020. 2021, on a des consultants augmentés qui proposent des outils qui peuvent servir à la fois pour le projet, mais également pour l'organisation. Donc, je pense que l'outillage du conseil est en train d'arriver, d'autant plus que se pose la problématique, et c'est une des raisons fondamentales qui a fait que Perphony a été créé quand on faisait des projets de transformation sur des groupes assez importants, c'est cette perte de temps après derrière à capitaliser quelque part un projet ou une mission qui a été un succès. Et comment est-ce qu'on va s'assurer, sans créer une énorme machine, de pouvoir récupérer ce qui a été bien à un endroit pour le dupliquer à un autre endroit? Et comment assurer une banque finalement de plans d'action au niveau d'un groupe qui soit duplicable, quand c'est duplicable, et adaptable, parce que ça s'adapte toujours au terrain, sans avoir à perdre l'idée du plan d'action, tiens, dans tel pays, dans tel BU, on a eu ce type de déploiement sur ce type de problématique, mais ça peut servir au reste aussi. Donc là, c'est là où l'outillage, la digitalisation du métier de consultant peut aider justement à gagner là-dessus et à faire profiter du coup le terrain de toutes les bonnes pratiques. Merci Lionel. Luca, la parole te revient, puisque c'est dans les questions que j'ai également, donc je prends un peu d'avance sur la partie de la relation, comment gérer la relation avec les internes, les collaborateurs
collaborateur interne de chez Engie. Et pour rebondir sur ma question précédente, justement, est-ce que vous avez mis en place un outil d'échange ou un système de partage qui permet de favoriser cette relation? En gros, les autres collaborateurs d'Engie, pour moi, c'est nos clients ou quand même ou les parties prenantes avec qui on va travailler. Parce que voilà, on peut travailler pour un directeur d'une entité et après, derrière, mener des entretiens et des ateliers de travail avec un certain nombre de collaborateurs. Donc, pour nous, en tant que Engie Consulting, les autres collaborateurs d'Engie, c'est des parties prenantes. C'est des parties prenantes ou des clients. Ça dépend effectivement du positionnement de la personne. Après, ce sujet, effectivement, point critique du suivi, quand même pour répondre à ta question directe, non, nous, on n'a pas des outils spécifiques, comme ça peut être effectivement les outils proposés par Perphony pour pouvoir suivre les plans d'action dans la durée avec nos clients. Nous, en fonction du type de mission, je parle pour les missions d'excellence opérationnelle, on mène notre démarche, les ateliers, les workshops, les entretiens, on atterrit sur des leviers d'amélioration et derrière sur des plans d'action qui souvent sont des Excel, avec effectivement un certain nombre d'actions et on définit des responsables et des deadlines. Et après, ces plans d'action, ils sont suivis par les clients. Une des difficultés effectivement que j'ai constaté quand j'étais consultant externe, mais également consultant interne, c'est le fait que les plans d'action qu'on a co-construits ensemble avec tout le monde, avec les parties prenantes, qui ont été validés par les sponsors, par les directeurs, par les codires des entités et tout ça, tout le monde est d'accord, on les a co-construits, c'est pas moi en tant que consultant qui les a fait en chambre. Donc voilà, la difficulté, c'est la mise en œuvre. Quand je donne mes formations autour du Lean, c'est vraiment le point critique, c'est la mise en œuvre des plans d'action. Et nous, en tant que cabinet externe et interne, même si on est interne, vu que aussi nos prix sont quand même relativement élevés, hein, quand même comme des cabinets externes, les clients ne veulent pas acheter la prestation, un peu le service après-vente, continuer à nous accompagner un petit peu. Avec un rôle peut-être de PMO, donc des Project Management Officer, pour pouvoir s'assurer que ces plans d'action avancent, mettre un peu sous tension le système. Moi, ce serait quelque chose que moi, je commence à proposer, mais qui n'est pas acheté systématiquement, et aussi la conduite du changement. Comme il disait Nicolas, pour moi, les projets, ça ne va pas aboutir une fois qu'on a livré le plan d'action. Ça, c'est juste un point d'étape, et c'est le départ pour une deuxième phase, un départ vraiment opérationnel. Et c'est là où, malheureusement, beaucoup de plans d'action tombent à l'eau, où ils restent sur une étagère. Et ça, c'est très frustrant pour tout le monde. Pour moi, en tant qu'accompagnateur consultant, mais également, je pense, pour toutes les parties prenantes qui ont participé à la co-construction. Donc, je pense que ce type de solutions comme celle de Perphony peut être très intéressante, justement, pour embarquer et faire vraiment passer à l'action. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce qui est critique, c'est passer à l'action. Merci Lucas. Nicolas, le sujet justement de l'outillage, de la relation avec le client et avec les cabinets de conseil internes, quand on est cabinet de conseil externe, je suppose qu'on apporte un petit peu son catalogue. Alors, forcément, le métier de la transformation, grosso modo, on est un artisan avec une boîte à outils ou des boîtes à outils. On a plein de boîtes à outils en réalité. Bon. Alors évidemment, comme disait Lionel, on pourrait rester à l'ancienne et avoir tous les outils manuels, mais maintenant, on se modernise, donc il y a plein d'outils formidables. Dans notre métier de transformation, on va prendre un exemple tout bête qui est au cœur de ce que Perphony fait, c'est bien souvent, il faut qu'on aide nos clients à mieux travailler ensemble. Et mieux travailler ensemble, 9 fois sur 10, ça passe par le fait d'arriver à assurer de meilleures réunions, d'être plus effectifs ensemble, d'être plus efficace dans la prise de décision. Et quand on a décidé de quelque chose, on le fait. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et ça, dans le mode de fonctionnement collectif, c'est souvent un point faible sur lequel on est amené à travailler, puisque si on doit accélérer l'obtention de résultats, on n'y arrive que si l'ensemble des parties prenantes se mettent à ramer dans le même sens, à la même cadence. Et donc, ce genre de méthodologie est extrêmement importante. Et alors, là où les outils comme Perphony deviennent extrêmement intéressantes, c'est que les bonnes pratiques
qui sont du domaine du bon sens, que tout le monde connaît, mais que personne n'applique, et que nous, les consultants, on repère du temps à revenir coacher, à réexpliquer, deviennent quasiment naturelles et immédiates quand on va utiliser un outil comme Perphony, qui est quelque part, qui intègre cet ADN de bon sens opérationnel. Et c'est ça que j'aime bien avec un outil comme celui-là. Une cliente qui est patronne d'une PME me disait il n'y a pas longtemps, écoute, Nicolas, depuis que j'utilise Perphony, ça nous a changé notre vie. Et moi, je croyais que c'était compliqué, donc je laissais mon informaticien s'en occuper. Puis un jour, il est parti en vacances, donc il a fallu que je m'en occupe. Et puis en fait, j'ai découvert que c'était tout bête. Et donc maintenant, je m'amuse comme une folle avec ça. Et honnêtement, c'est plus du tout la même chose. Ben, c'est exactement ça qu'on cherche. Et pourquoi payer très cher un consultant à faire tout ce que finalement peut être induit par l'utilisation de ce type d'outils? C'est vrai aussi sur des outils, des partenariats qu'on a créés, Spirit, avec des startups spécialisées par exemple sur le diagnostic et les questionnaires et niveau de maturité, sur la relation avec la gestion des suppliers, et également sur tout le domaine de la gestion de performance, création, administration de tableaux de bord. Donc tout ça, on pourrait, comme disait Lionel, continuer à faire tout ça à la main, un coup d'Excel, quand on le faisait il y a 25 ans, quand on a commencé. Mais maintenant, il y a des outils extrêmement bien adaptés. Alors, il faut bien chercher parce qu'il y a beaucoup d'outils, mais beaucoup, finalement, sont beaucoup trop complexes ou en fait pas adaptés ou ont été créés par des gens qui ne connaissent pas, en fait, véritablement, qui n'ont pas vécu l'excellence opérationnelle et donc qui n'intègrent pas le bon sens et les bonnes pratiques. Donc, nous, on a fait attention à travailler avec uniquement des gens comme Lionel qui, eux, savent ce que c'est et leur outil en est le reflet. J'ajouterais que le fait d'utiliser ce type d'outil permet derrière une meilleure pérennité de tout ce qui est fait pendant ces projets où les cabinets externes interviennent. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on va tout de suite passer aux questions, puisque là, il y en a quand même pas mal. Essentiellement pour toi, Lucas. Donc, c'est toi qui vas revenir souvent à l'écran. Et donc, on me demande comment faites-vous comment fonctionne votre système de staffing chez NJ Consulting? Ok. Donc, effectivement, les staffing. Alors, 2 minutes, hein, Lucas, parce qu'il y en a beaucoup. Okay. Bah, nous, déjà cet été, on s'est professionnalisé. On a avec un outil de staffing, il s'appelle Pick Your Skills, qu'on a appliqué, adapté chez nous, sur lequel on saisit toutes les opportunités. Les consultants, ils peuvent liker ou prendre connaissance de ces opportunités. Donc ça, effectivement, c'était déjà quelque chose en plus par rapport à avant où c'était pas très transparent. Et après, il y a un comité, il y a une personne dédiée, donc un manager confirmé qui est dédié à organiser ce staffing, donc la gestion entre les demandes des clients et les personnes disponibles. Et après, le staffing, ça s'est fait un comité opérationnel de notre équipe avec les senior managers et les directeurs afin de trancher et de définir le staffing des différents consultants. Bien entendu, en prenant en compte aussi la chose en plus par rapport à avant, c'était il y a aussi des référents. Pour chaque consultant a un référent. Et donc, les référents, il est présent à ces comités de staffing afin de pouvoir aussi porter la parole du consultant pour voir si la mission il est en ligne avec ses souhaits de développement ou ses souhaits des types de missions sur lesquelles il veut travailler. Après, c'est une équation pas toujours facile à avoir entre les souhaits du consultant, les besoins du client et les staffing des personnes. C'est les dilemmes de la personne qui s'occupe du staffing dans les conseils internes comme externes. Voilà. D'accord. Alors, encore une question pour toi. Comment arriver à faire valoir son avis et ses décisions auprès de la hiérarchie quand on n'a pas cet œil externe et neutre du cabinet de conseil externe, pardon?
Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être la question sous-jacente, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pression liée à la hiérarchie, liée au fait d'appartenir à une entité, ne serait-ce que peut-être pour sa carrière, tout simplement? Ça, effectivement, c'est quelque chose que j'avais observé, qui n'était pas très clair avant quand je venais d'arriver. Oui, c'est vrai, on peut avoir aussi des intérêts internes, parce que forcément, on ne passe pas non plus toute sa carrière au sein du consulting, donc demain, on va évoluer. Pour moi, ça peut être aussi plus en forme aussi des pressions personnelles, style on a intérêt à ne pas se rater parce que demain, effectivement, c'est un directeur, un patron d'entité, c'est un collègue qui peut parler en bien ou en mal, souvent en bien, de l'individu et aussi de l'entité des conseils internes. Donc, nous, on a tout à fait intérêt à réussir parce que pour voir, et c'est aussi le cas, hein, on a des retours clients qui sont très positifs. De temps en temps, effectivement, on peut effectivement dire de ne pas avoir complètement être totalement désintéressé comme un cabinet externe. Nous, on se fixe ces challenges en interne de toute façon de challenger les clients, peu importe où ils sont positionnés, même si c'est des membres du COMEX. Essayer de jouer ce rôle vraiment de challenge, des regards externes, parce que nous, quand même, on est extérieur en entité, donc on essaie de se les donner ces challenges et de challenger les différents patrons et les différentes personnes pour lesquelles on travaille. Merci. Une question pour Lionel. Pourquoi pensez-vous que l'action est plus rapide chez les cabinets externes, alors que les consultants internes sont pourtant déjà plus au fait des enjeux et ont un réseau activable en interne plus rapidement? Je suppose que c'est une réaction à un propos que tu as tenu au début. Oui. Mon propos, elle est dans le sens de ce que Luca a dit d'ailleurs, qui était que la mission, en fait, c'est dans le relais de la mission, c'est dans comment rendre opérationnel les actions décidées. C'est en ce sens que mon propos allait, c'est-à-dire que j'ai souvent eu affaire à des organisations de consultants internes dont la mission s'arrêtait en fait à l'expression du plan d'action. Et après, le relais était pris par les gens de la business unit après derrière pour les rendre opérationnelles, ces actions, concrètement dans les faits. Et c'est là où nous intervenions pour pouvoir faire le relais après coup. On voulait que la mission continue parce qu'il fallait effectivement rendre ça complètement opérationnel dans les faits quand le périmètre ou la mission ou tout simplement l'esprit finalement du consultant interne s'arrêtait à l'expression du plan d'action. Donc c'était en ce sens, c'était dans l'aspect ça allait plus vite sur l'aspect rendre opérationnel les changements sur le terrain. Voilà, c'était dans ce sens-là. Merci Lionel. Alors encore une question pour Luca. Hein. Je suis désolé, c'est lui qui est la star, notre star du jour. Une question sur, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la relation avec les collaborateurs internes d'Engie. Et comment faites-vous accepter votre appui? Est-ce que vous arrivez facilement à faire accepter votre appui? Vous avez parlé tout à l'heure des propositions qui étaient en catalogue, déjà un petit peu packagées. Peut-être que c'est l'une des recettes. De toute façon, comme je l'ai dit, nous intervenons suite en sollicitation, souvent en sollicitation d'un directeur ou quand même d'un demandeur vis-à-vis de quelqu'un de notre équipe. Donc plutôt les plus seniors qui ont besoin, hein, qui pourraient exprimer aussi à son propre réseau externe. Donc voilà. Après, en fonction de ces besoins, nous on intervient, voilà, avec une proposition commerciale, une proposition d'appui et tout ça. Et après, on démarre classiquement en projet avec en phase de cadrage, en phase de déroulement, des diagnostics, des propositions. Donc, peut-être, moi, à titre perso, j'arrive quand même, moi, la première chose, même en position commerciale, hein, parce que de temps en temps, je vais aussi pitcher quand même l'offre d'excellence opérationnelle au sein des différents directeurs. Mais la première chose, c'est je dis, déjà, avant tout, quand même, moi, je vais vous proposer ce qu'on a fait ailleurs dans les groupes et ce qui a bien fonctionné pour voir si je peux vous aider. C'est vraiment dans cette optique, si je peux vous aider et aussi et vous apporter quelque chose de plus. Pas dans un but voilà, de lui vendre en prestation, mais plus pour pouvoir l'aider s'il a un souci. Et pareil, je dis, voilà, moi je suis plutôt avec cette posture de collègues. On est là, on va tous dans la même direction pour atteindre la stratégie du groupe et la stratégie de la BU. Et ça passe plutôt bien parce qu'ils nous voient vraiment comme des collègues. Je ne vous cache pas qu'il y a certains clients
nous challenge même sur les prix, au même titre quand même à l'euro près comme au cabinet externe, et c'est tout à fait normal et c'est sain. De temps en temps, je trouve que c'est presque ça va un peu trop loin parce que voilà, nous on n'est pas là pour voilà, pour faire de la marge complémentaire, parce que c'est pas non plus l'objectif d'Engie Consulting de faire de la marge sur ces missions. Là, il y a une question qui est vraiment complémentaire, qui est sur ce sujet de la proximité finalement. Comment arriver à garder une proximité avec les opérations alors que le groupe est aussi vaste? Bah, nous, on a décidé de s'organiser quand même. Engie Consulting, c'est un cabinet assez récent. Hein. Il était vraiment constitué en fin 2015. Avant, c'était une petite structure d'anciens du groupe, des anciens consultants de l'autre. Donc, il était fusionné donc il y a 5 ans quand même, in fine. Donc, on s'est aussi professionnalisé. Et je trouve que depuis les 4 ans et demi que je suis là, on s'est beaucoup professionnalisé. On s'est structuré. On a des offres, effectivement, comme je l'ai dit, autour de ces 3 piliers, avec des porteurs d'offres. Comme moi, personnellement, je porte l'offre excellence opérationnelle. Et donc, j'essaye avec mon réseau d'aller la pitcher quand même cette offre vis-à-vis des différents directeurs. Et en plus de ça, on a aussi ce qu'on appelle des key account managers, donc des personnes parmi les managers et plus qui sont responsables d'un client, d'un compte, style de la BU renouvelable, plutôt que la BU B2B, plutôt que la BU B2C. Donc, ces personnes-là, ils ont la responsabilité d'avoir des échanges réguliers avec les différents décideurs aux différents niveaux pour capter l'actualité et voilà, voir discuter exactement comme un partenaire ou un senior manager d'un cabinet de conseil externe pour pouvoir sonder quels pourraient être les besoins et comment on pourrait les aider. Merci beaucoup. Écoutez, on a légèrement dépassé notre timing initialement prévu. C'est pour ça qu'on avait volontairement mis un timing à 45 pour être sûr de pouvoir ne pas dépasser l'heure pour que tout le monde puisse reprendre ses activités. Puisqu'on n'a pas eu de questions pour Nicolas, je vais donc, Nicolas, te proposer, ce sera toi qui auras le mot de la fin pour conclure ce webinaire. Et par avance, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter. Et bien évidemment, vous retrouverez sur le site de Perfonie, sur le site de Spirit également la vidéo et les retranscriptions si jamais vous souhaitez retrouver. Nicolas, à toi la conclusion. C'était même pas une question. Tu me poses pas une question. Tu me dis, fais la conclusion. Je pense que tu as tellement d'expérience, j'ai confiance en toi. Non, je trouve que c'est toujours très, très intéressant et j'apprends toujours beaucoup de choses dans ce métier. Et c'est vrai que quand on se met autour de la table, comme ça, entre Lionel, Lucas, Antoine, et qu'on discute de notre métier, finalement, on éclaire des facettes différentes de ce qu'on fait. Et je trouve que c'est très enrichissant. La question se posait à un moment donné dans l'échange de finalement, faut-il choisir de l'interne ou de l'externe? Mon expérience des cabinets internes, c'est que il y a de tout en termes de performance. Si on mesurait la performance d'un consultant à sa capacité à générer du résultat quantifiable rapidement, à mon sens, c'est ce que ça devrait être, je pourrais placer sur une échelle de 0 à 10 pratiquement toute l'échelle des consultants internes que j'ai pu voir dans ma carrière selon les entreprises et selon leur philosophie. Et je dirais pour les consultants externes, pareil. Donc, si à un moment donné vous posez la question de dire faut-il des consultants internes ou des consultants externes, posez-vous d'abord la question de savoir quel est le niveau, la qualité des consultants que vous avez à votre disposition et auquel cas vous pourrez peut-être envisager d'aller chercher ailleurs ou pas. Typiquement, quand on est dans le cas d'un cabinet interne comme chez Engie, où on a des gens de haut potentiel, de forte expérience et qui axent beaucoup leur démarche sur des valeurs humaines et sur la valeur ajoutée à apporter et le challenge, je ne me fais pas de soucis. Il faut d'abord commencer par les appeler. Donc, je pense que de toute façon, c'est un métier en constante évolution dans lequel on trouve de tout et ça ne se résume pas à des euros par Monday, loin s'en faut. Donc, tester, je crois que c'est la meilleure solution pour savoir quel est le meilleur cabinet
pour vos besoins. Merci beaucoup, Nicolas. Merci également à Lucas et à Lionel. Je vous rends à tous votre liberté pour la suite de votre journée. Merci à ceux qui nous ont écoutés et n'hésitez pas à revenir sur perphony.com ou spirit-advisor.com pour retrouver la vidéo de cet entretien. À bientôt.